Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation conjointe du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et du syndicat apicole l'Abeille Gasconne pour ce débat organisé dans le cadre de la 4e édition de la Semaine du Miel. Une édition inédite, 100% digitale pour cause de crise sanitaire. Une édition, bien sûr, que l'on espère tout autant riche et interactive. Alors je rappelle que ce débat est retransmis en direct donc sur AgriWeb TV, la plateforme de l'agriculture régionale, mais aussi donc en Facebook Live sur le Facebook du département de Lot-et-Garonne. À l'heure où la préservation de la biodiversité représente un enjeu majeur pour l'avenir de notre société, de notre planète, la protection des abeilles et de leur milieu naturel est sans doute davantage qu'un symbole, un impératif crucial. Alors, conscient des menaces qui pèsent sur l'abeille et sur la biodiversité, le département de Lot-et-Garonne a souhaité mettre en place un plan pour une apiculture durable, visant d'une part à soutenir la filière, d'autre part à renforcer la sensibilisation de tous les acteurs du territoire, mais aussi donc, pour assurer la conservation des abeilles domestiques et des pollinisateurs, utiles à la diversité des multiples agrosystèmes tels qu'ils existent ici en terre lot-et-garonnaise. Alors les initiatives de plus en plus nombreuses prises pour organiser le dialogue entre apiculteurs et agriculteurs constituent une formidable opportunité à saisir par tous les acteurs afin d'imaginer donc ensemble des solutions profitables à tous. Et ce sont précisément ces voies de progrès que nous allons tenter de mettre en lumière avec nos invités en répondant donc à la question comment bien vivre ensemble pour construire l'avenir. Alors un échange que je vous propose de structurer en deux parties. Tout d'abord sous la forme d'une table ronde avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant pour poser donc les bases du débat autour de trois thèmes. Les enjeux du bien vivre ensemble, bien évidemment, l'importance du dialogue territorial et on verra ensemble donc ce que sont les démarches de progrès qui le souhaiteront pourront réagir et poser leurs questions par SMS. Alors je rappelle le numéro, il s'agit de 06 44 63 07 14 pour poser donc vos questions par SMS, on les réceptionnera, elles me seront transmises et bien sûr je les adresserai à nos invités. Alors nos invités, donc aux côtés de Raymond Girardi, vice-président du conseil départemental qui représente Sophie Borderie, donc sa présidente, et de Bertrand Ozoral, donc le président du syndicat l'Abeille Gasconne. Je vous propose donc d'accueillir d'une part donc Yannick Pipineau, ici à ma gauche. Yannick Pipineau, donc président de l'association de coexistence 47, on va bien sûr en reparler, mais aussi représentant de la FNAMS, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, ici en Lot-et-Garonne, par ailleurs agriculteur dans l'Albret. Bienvenue Yannick. Donc, plusieurs ouvrages dédiés à l'abeille, ancien directeur de l'école des hautes études apicoles, et par ailleurs, et c'est le plus important peut-être, apiculteur dans le Béarn. Également avec nous, Fabien Balaguet, c'est bien ça, pardon, directeur de l'Association française d'agroforesterie, des vignerons de Buzet, ici en Lot-et-Garonne. Et enfin, donc, Guillaume Anténor. Bonjour Guillaume, président donc de l'ADA-ENA, donc le sigle voulant dire Association de développement apicole, c'est ça, pour le développement de l'apiculture, plus précisément en Nouvelle-Aquitaine, vice-président. Je propose d'entrer donc tout de suite dans le vif du sujet sur donc une première séquence dédiée pour identifier donc ce que sont les enjeux du bien vivre ensemble, avec une première question à Bertrand Ozoral, donc président de l'Abeille Gasconne. Vous demandez, Bertrand, est-ce que véritablement on peut dire que la pérennité des pollinisateurs comme celle des apiculteurs est réellement en jeu aujourd'hui? On en est à ce point-là? Oui, en l'occurrence celle des colonies. On est en plus au printemps et on va démarrer qui peut poser deux problématiques, l'impact phytosanitaire, utilisation agricole et le manque de diversité. Ensuite, les prédateurs de la ruche, que sont frelons asiatiques ou varroa destructors. Et enfin, le climat, le dérèglement, avec son dérèglement. Voilà un peu les grandes principales notions qui peuvent altérer la vitalité des colonies. Malheureusement, le taux de mortalité de renouvellement, il est inhérent d'année après année. On arrive à un taux qui est de 30%. Sur nos exploitations, entre la mortalité et le renouvellement. Et ça, c'est pas une fatalité, il faut qu'on se sorte cette idée-là de la tête. On veut arriver, notre travail, c'est arriver à réduire ce taux pour arriver dans des proportions qui soient beaucoup plus acceptables pour la profession.
Donc, de fait, pour les apiculteurs, c'est leur morale, et ça passe comment? Par cette vitalité de colonie. Puis, pour qu'elle soit, comme je l'ai expliqué, et c'est ce qui va être le cœur de notre discussion aujourd'hui, en fait, c'est la vitalité d'un territoire qui donnera la vitalité des colonies dans lesquelles elles évoluent. Et enfin, la gestion des prédateurs. Ça regroupe ce que doit faire l'apiculteur et le travail dans lequel il est impliqué. Et plus précisément donc sur la question de la situation économique des apiculteurs et de l'évolution aussi des populations d'apiculteurs, on en est où aujourd'hui? Alors l'apiculture, elle ressent un élan de solidarité d'un peu tout le monde. Les ruchers écoles qui initient et qui forment la base des apiculteurs sont pleins. Ils font le plein tous les ans. De plus en plus de gens sont intéressés à ça. Et puis notre métier en tant que tel, professionnel, attire beaucoup de monde, des gens, et notamment, et c'est ce qui en fait une richesse, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc des motifs d'inquiétude, mais aussi des motifs d'espérance. Tout à fait, mais ça c'est peut-être parce que c'est mon naturel optimiste de regarder plutôt le verre demi-plein que demi-vide. C'est comme ça qu'on avance aussi. Oui. Merci Bertrand pour cette première intervention. Yannick Pépineau, donc président de l'association Coexistence 47. Bon, producteur de semences par ailleurs, c'est important de le rappeler. Cette question de la coexistence, c'est vraiment, il y a vraiment un enjeu de pérennité que d'arriver effectivement à se bien vivre ensemble, à cette coexistence optimisée, on va dire. Oui, tout à fait. C'est une des missions. Enfin, en tant qu'agriculteur, on le connaît, on connaît cet enjeu. De la gestion du territoire, mais d'autant plus dans le cadre de gestion qu'on a eu tendance un petit peu à mettre sous le tapis, mais c'est en fait que ce soit l'agriculture et le fait qu'on puisse arriver à trouver des solutions. En fait, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Alors après, il faut que tout le monde ait la volonté de se mettre autour de la table, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire en créant cette association et en essayant de mettre des missions qui puissent aller dans ce sens-là. On peut dire que le destin des pollinisateurs comme des apiculteurs est celui des agriculteurs, en particulier ceux qui ont besoin de pollinisation, les producteurs de semences, à titre d'exemple, que votre destin est vraiment lié. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on va être à la source de l'alimentation des abeilles et derrière elles de tous les pollinisateurs, parce qu'on parle des abeilles aujourd'hui, parce que on va dire que c'est les insectes qui nous animent aujourd'hui, mais il y a toute une pléthore d'insectes derrière tout ça, et donc on est avec la diversité de nos cultures, et notamment, il faut le dire, dans notre secteur, on a quand même une région qui est très très diversifiée en termes de production. Ça permet d'avoir un bol alimentaire qui est quand même bien supérieur à des zones où on va avoir on va dire des cultures plus linéaires, quoi. Merci Yannick. Guillaume Ténor, donc président, je le rappelle, de l'association de développement pour l'apiculture de Nouvelle-Aquitaine. Pour bien vivre ensemble dans un territoire, est-ce qu'il ne faut pas commencer par cesser de considérer, et quand je dis vous travaillez, je le rappelle, en lien avec la coopérative Limdor, donc productrice de pommes, est-ce que discuter, mais au contraire avec un partenaire aux intérêts liés? Écoutez, c'est tout le sens de l'action qu'on mène au niveau de l'ADA Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire et au niveau de la coopérative, à un niveau plus, je veux dire, territoire, local, c'est effectivement d'en finir avec ce clivage dont on parle. Je tiens à rappeler que nous sommes tous agriculteurs. Déjà, donc c'est déjà au plan sémantique, on a déjà un problème de vouloir opposer comme ça les acteurs d'un même territoire. Ensuite, on est tous dans des réalités qui sont les mêmes, qui sont des réalités à la fois d'intégration dans un environnement, certes un environnement naturel, mais aussi un environnement qui est culturel, socio-professionnel et de terroir. Donc c'est bien tout l'enjeu, il est collectif, et l'enjeu il est de valoriser effectivement la diversité qui vient d'être évoquée à l'échelle de chaque territoire en respectant cette dite diversité, quoi. Donc voilà, je crois que c'est sur ces trois axes. Le titre est bien choisi puisqu'on parle de finalité. Quand on dit bien vivre, je crois que c'est la finalité de tous.
Bien vivre ensemble, ça va ensuite, mais déjà commençons par chercher à bien vivre dans j'ai envie de dire, dans des démarches qui soient d'ordre mutualiste, collective, et c'est tout l'enjeu des projets associatifs tels que nous allons l'évoquer plus tard. L'ADA Nouvelle-Aquitaine, certes, à l'échelle professionnelle apicole, mais aussi Befriendly pour les agriculteurs et pour la rencontre de ces deux mondes qu'on cherche à opposer. On va bien sûr avoir l'occasion de revenir sur ce label Befriendly. Du coup, est-ce que c'est pas prioritaire que de pouvoir montrer qu'on peut produire des biens alimentaires sans pour autant tuer les abeilles? Eh bien, non seulement on peut le faire, mais on peut le faire correctement, c'est-à-dire dans une démarche de qualité. Et on observe que lorsque les partenariats gagnant-gagnant se mettent en place à l'échelle territoire entre agriculteurs et apiculteurs, eh bien, on amène chacun des producteurs à l'échelle, je veux dire, du schéma de production, à des pratiques qui sont peut-être plus respectueuses. Et parce qu'on se lève pas le matin avec la ferme intention de polluer la planète. On se lève le matin avec l'intention de faire du bon travail et d'avoir une vie sereine. J'ai envie de dire une vie remplie et d'être content de son travail. Donc à partir de ce moment-là, toutes les bonnes volontés doivent être mises au vert et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Bertrand sur la démarche positive en partant du principe que les gens sont de bonne volonté et que dans des démarches gagnant-gagnant, respectueuses de leur environnement. Merci Guillaume Anténor. Paul Fer. Bonjour, rebonjour, pardon. Agriculteurs et apiculteurs partagent un même territoire finalement, et on aurait pu dans le titre d'ailleurs parler de bien vivre ensemble dans un territoire, puisque la cohérence elle vient effectivement du territoire. Du coup c'est essentiel de pouvoir trouver un équilibre entre les différentes activités. Est-ce que c'est plus qu'une nécessité, j'ai envie de dire, c'est presque une obligation finalement, vous êtes condamné à trouver cet équilibre-là? C'est ça, oui. Effectivement, c'est assez impensable que des acteurs qui partagent un même territoire ne se rencontrent pas, ne partagent pas, ne dialoguent pas. Donc effectivement, il faut comprendre, il faut avoir un petit peu d'empathie, comprendre les problématiques des uns et des autres. Savoir que par exemple, on peut le rappeler que les apiculteurs travaillent donc avec un insecte qui est particulièrement vulnérable et qui en plus ne vont pas maîtriser le territoire sur lequel ils sont. C'est impensable quand on sait qu'une colonie évolue sur un rayon, pour faire simple, de 3 km, ça représente 28 km². Pour ceux qui raisonneraient en hectares, 2800 hectares. C'est considérable, on ne peut pas avoir une emprise là-dessus, on est un petit peu en position de vulnérabilité. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture, on ne peut pas mettre de barrière avec ces petits insectes-là. Bon, ça a toujours été le cas, hein, j'ai envie de dire, et on pourrait dire que bon, la ruche c'est quelque chose qui se déplace, mais il y a bien un moment où il faut l'établir, et donc un apiculteur qui rêve, idéalement, il a envie de poser cette ruche sur un environnement où il y aura le moins de risques de pollution chimique, qui peuvent être de différentes natures. Hein. Il y a tout un tas d'acteurs sur ce territoire, c'est des exploitations agricoles, c'est des particuliers, c'est des entreprises. Et donc voilà, donc déjà comprendre cette position-là de vulnérabilité, je pense que c'est utile. Il faut comprendre aussi les problématiques du monde agricole, beaucoup de contraintes, voilà. Un enjeu économique, chaque acteur a besoin de s'y retrouver aussi économiquement, donc je pense qu'il faut faire un pas vers l'autre, se comprendre, adopter une position vraiment d'empathie, et puis reconnaître que tout ne va pas si mal non plus. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait on a souvent tendance à adresser des oppositions là où il n'y en a pas forcément. L'apiculture, si on regarde les chiffres par exemple des 3 dernières années, bénéficie beaucoup des paysages agricoles, et par exemple si on prend juste 3 cultures, lavande, colza, tournesol, sur les 3 dernières années, c'est entre 25 et 30% au bas mot de la production monoflorale. Mais c'est aussi des miels qui vont rentrer des fleurs qui rentrent dans d'autres miels. Donc les apiculteurs bénéficient du travail de l'agriculteur. On n'est pas toujours reconnaissant, c'est pas quelque chose qui est dû non plus. Voilà. Donc je tenais à rappeler ça et saluer l'effort de beaucoup d'agriculteurs pour diminuer par exemple les intrants, traiter la nuit, prévenir leurs collègues apiculteurs lorsqu'ils font quelque chose qui
qui malheureusement ne peuvent pas éviter. On aura l'occasion de revenir effectivement sur toutes ces bonnes pratiques. Quand on parle d'équilibre, on parle nécessairement de gestion partagée des territoires. Raymond Girardi, donc vice-président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, en termes de gestion partagée de territoire, de diversité, le Lot-et-Garonne, on pourrait dire c'est un département presque exemplaire. Et vous savez, le Lot-et-Garonne a la particularité d'être exemplaire, je ne sais pas, certainement, mais atypique, dans la mesure où, en matière d'agriculture, on est le département le plus diversifié de France. Voilà, c'est le département où il y a le plus de production, 70, 75 productions différentes. Fait un petit peu tout ce qui existe en France se produit à Lot-et-Garonne. Oh, c'est peut-être pas complètement le fait du hasard que le département du Lot-et-Garonne soit naturellement à la pointe sur des questions particulières de coexistence qui a été évoquée un instant. Et autour de l'abeille, n'est-ce pas? Alors, c'est au travers de cette diversité, c'est quand même toute une histoire qui est en train de s'écrire, avec le conseil départemental, bien sûr, et puisqu'on représente ce beau département du Lot-et-Garonne, mais avec l'ensemble des acteurs des différentes filières. Il faut savoir que c'est pas non plus le fait du hasard si on est là aujourd'hui, si on est à la 4e édition, si depuis une douzaine d'années, dont ces questions sont posées, dans la mesure où ça fait partie aussi de la sensibilité particulière des élus du Lot-et-Garonne sur ces questions. Oui, j'allais dire, l'engagement du département n'est pas récent sur ces questions-là, puisqu'il y a eu une dizaine d'années donc des états généraux qui ont été le point de départ de cette démarche-là. L'histoire a commencé finalement à l'occasion des états généraux de l'agriculture. Disons que quand on a lancé ces états généraux, il y avait à la fois ce que l'on avait prévu et à la fois ce qui est apparu, chemin faisant, au travers de l'élaboration de ce document. Et c'est vrai que les différentes filières et paradoxalement, la filière apicole n'était pas la plus prévue au départ, et ce sont les autres filières, n'est-ce pas, nos amis reproducteurs de semences ou les arbaux, en fait, d'autres qui ont dit mais il y a une espèce, alors on le sait tous que la planète Terre est extrêmement riche de par sa diversité, tous les êtres vivants en font partie, nous les humains également, mais il y a une espèce qui joue un rôle au-delà de sa propre existence, c'est l'abeille. Et donc c'est de ce jour-là qu'effectivement est apparu, si on peut dire, les échanges avec cette filière apicole si importante et le rôle majeur que joue l'abeille. Donc voilà, c'est pas le fait du hasard, c'est la nature même du département, c'est la sensibilité de tous les acteurs qui viennent d'intervenir et qui va continuer, et puis bien sûr la prise de position du département, qui est très sensible aux questions liées à l'environnement. C'est pas par hasard si on a fait les états généraux de l'agriculture, c'est pas par hasard non plus si on a fait une mission sur l'eau et le changement climatique, c'est pas par hasard non plus si on a fait une étude sur l'extraction du gaz de schiste, parce que vous savez, tout est lié en fait finalement à l'arrivée. Voilà. Donc c'est aussi notre sensibilité, notre volonté d'apporter des solutions effectivement pour trouver les bons équilibres entre les différents êtres vivants qui sont à la fois la faune bien sûr, mais la flore également. Et aujourd'hui, donc le département a mis en place un plan pour une apiculture durable pour accompagner ce développement-là. Bien sûr, mais disons que on est acteur au même titre que les différentes filières, et le plan départemental aussi, c'est de pouvoir intervenir. Et puis il y a les actions qui sont menées, bon, il y a les ruches pédagogiques, il y a le fait qu'on essaie de développer effectivement des actes concrets, directs, mais je crois que notre rôle, nous, en tant qu'institution d'élus, c'est peut-être de faire prendre conscience du débat. Tout n'est pas une question d'acte sur le terrain, c'est un moment aussi de dire, et avec l'appui de tous les autres filières et intervenants, c'est de dire est-ce qu'on a le choix? C'est évoqué tout à l'heure, on doit travailler ensemble. Mais finalement, est-ce qu'on a le choix? Avec les évolutions de la nature, les changements climatiques, est-ce qu'on doit se poser des questions? Est-ce qu'on doit travailler ensemble? Non, c'est une évidence, je crois. Et je dirais que si on veut effectivement arriver à modifier les choses, les comportements, de quelle agriculture pour demain, la part de chacun, la part de chaque espèce, ben c'est une obligation aujourd'hui, je le crois. C'est-à-dire c'est une volonté de notre part, mais on n'a pas non plus le choix de faire autre chose.
Merci pour vos propos. Fabien Balaguet, directeur de l'Association française d'agroforesterie. J'avais envie de vous dire, l'enjeu du bien vivre ensemble, c'est aussi peut-être et surtout la préservation de la planète, au fond, qui est notre territoire global. Quand on a échangé en préparation de ce débat, vous m'avez dit il y a une vraie nécessité aujourd'hui de reconstituer les grands équilibres, et vous m'avez dit du ver de terre jusqu'à l'abeille. La métaphore est intéressante. Oui, alors c'est un peu notre métaphore qui nous définit, je dirais, sur l'agroforesterie. On dit souvent que notre travail s'étend du ver de terre à l'abeille, simplement parce qu'on essaye de reconstruire des équilibres qui vont du sol au paysage, avec ces deux grands indicateurs très, très symboliques, que sont le ver de terre et l'abeille, les vers de terre et les abeilles, parce qu'il y a bien une très grande diversité dans chacun de ces groupes. Et s'il y a une diversité, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont absolument indispensables partout, et que donc, quel que soit le contexte, on les retrouve tout le temps. Voilà, alors c'est certaines espèces plus que d'autres, évidemment, selon là où on se trouve. Mais on a besoin de cette diversité. Alors, on s'intéresse à ces emblèmes comme, je dirais, la synthèse finalement des grands équilibres. Et comme j'ai l'habitude de dire aussi, la biodiversité, ça se protège pas, ça se produit ou ça se détruit. Et donc finalement, si on veut justement fournir des environnements qui permettent d'avoir toutes ces espèces-là, il faut reconstruire à la fois le gîte et le couvert, donc la maison et le frigo bien plein tous les jours de l'année. C'est-à-dire simplement nourrir, abriter, pour que justement la biodiversité puisse se redévelopper. Et la présence d'abeilles, ça reste de toute manière un indicateur très positif de la bonne santé d'un territoire et de l'orientation prise par le milieu agricole. En tout cas, si on veut analyser un petit peu la tendance d'un système agricole, savoir si on va plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, ou si finalement on est plutôt en train de stagner. On a tout un tas d'indicateurs possibles, il y en a des très complexes, il peut y en avoir des dizaines, et très souvent on se dit, regardons le premier maillon de la chaîne, donc le ver de terre, pratiquement l'un des derniers, le pollinisateur, les abeilles. Et si ces deux-là vont vers le haut, c'est qu'a priori le système est en train de progresser. Et s'agissant de préserver donc ces grands équilibres, vous me disiez également qu'il fallait autant que possible lutter contre l'homogénéisation des territoires et en particulier contre le développement de la monoculture, parce que on voit bien la spécialisation du monde agricole par ailleurs, et souvent dans les territoires ça peut aboutir à de la monoculture. Ça a abouti, c'est le résultat de quelques décennies d'évolution. On est dans un temps long là, oui. On n'est pas en train de... Alors il n'y a aucun jugement évidemment dans tout ça, mais clairement on est sur une agriculture plutôt homogène, plutôt de monoculture. Et donc en fait on est un peu tributaire, je dirais, de ces choses-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout remélanger, mais clairement on a des façons aujourd'hui en agronomie, en agroécologie comme on dit, de rapporter de la diversité, à la fois au sein des parcelles agricoles, avec des associations de culture, des successions aussi un peu différentes, et puis en bordure, autour des parcelles, donc c'est toute la question de l'arbre champêtre, de la haie, pour rapporter, y compris dans des territoires où il y aurait beaucoup de monoculture, je dirais, quand on dézoome, rapporter quand même une structure et une diversité de paysages. Qui permet d'atteindre l'objectif. Très bien, excusez-moi. Pierre-Philippe, donc directeur général des vignerons de Buzet. Pierre-Philippe, j'ai envie de dire, vous êtes, de par vos fonctions, au contact direct des producteurs, viticulteurs bien évidemment, mais aussi des consommateurs. Et c'est intéressant en termes de position. Est-ce que vous voyez monter, dans les échanges qui sont les vôtres, monter en puissance cette responsabilité environnementale, qu'il s'agisse d'ailleurs du côté des producteurs, sur les engagements qui peuvent être les vôtres, mais aussi du côté des consommateurs, s'agissant de comportements d'achat qu'on pourrait qualifier de responsables? C'est bon, ça marche. Non, ça marche plus là. C'est bon, ça marche. Là, ça marche? Oui. Bien, écoutez, oui, merci. Moi, je voudrais reprendre les propos de mon voisin en disant que peut-être nous, les vignerons de Buzet, on est des gens de bonne volonté. Il vous a probablement pas échappé que la culture de la vigne n'a pas une directe nécessité des pollinisateurs. Donc notre démarche, nous, s'est inscrite effectivement plus dans la recherche de trouver une légitimité effectivement auprès de nos consommateurs quant à nos démarches
en matière de biodiversité. Quand on s'est engagé sur la voie du développement durable il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, quand c'était encore un phénomène à bas bruit dans ce pays, c'était justement pour effectivement essayer de résister à cet antagonisme qu'on voyait poindre de plus en plus fortement, et notamment dans notre famille de produits, parce que très clairement, là aussi, quand on veut stigmatiser l'agriculture et les épandages de produits phytosanitaires, c'est très clairement et très souvent illustré par une image d'épandage dans des vignes, parce que la vigne, le vin, c'est un symbole très français, donc on aime bien nous pointer du doigt. Et donc très clairement là aussi, le fait de représenter que 2,3% de la surface agricole utile et pour autant un usage de 20-25% des pesticides était en soi une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc nous, à Vignerons de Buzet, je pense qu'on a été dans les premiers, dans les précurseurs et pionniers de cette démarche. Alors, il nous fallait trouver un marqueur de cette démarche. Et effectivement, on est beaucoup plus intéressé par les vers de terre, fondamentalement, que par les abeilles. C'est moins sexy, par contre. Mais c'est beaucoup moins sexy. Voilà. Donc, on en reparlera, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a eu la démarche initiée par Bertrand et autour du label Befriendly, et qui nous fait spécialiser sur un cahier des charges propre à la viticulture, parce que nous avons un impact évidemment sur les pollinisateurs, par certains traitements qui sont au demeurant obligatoires. Je pense en cela au traitement sur la cicadelle. Et finalement, on pouvait faire un geste qui ne nous coûtait rien, sinon que d'être un geste d'un acteur responsable sur son territoire, et donc par là même de tenter de reconstruire une image probablement un petit peu entachée, en étant effectivement un acteur dynamique et producteur de biodiversité, puisque moi j'avoue qu'il y a une forte sensibilité de la part de mes adhérents sur le sujet. Je dis souvent en plaisantant qu'ils sont beaucoup plus attentifs à la lecture du bilan faunistique et floristique que nous réalisons tous les 2 ans qu'à la lecture du bilan financier. Pourquoi ? Parce que, on le disait aussi, agriculteur, c'est un choix de vie, un choix de vivre dans la nature, et de la respecter, de devoir considérer que c'est son outil de travail, mais aussi son lieu de vie. Et donc, on a là derrière des gens qui sont très fiers, très souvent, de nous dire, là sur le dernier bilan par exemple, on a fait un bilan entomologique, on a découvert qu'on avait une 12aine d'espèces nouvelles recensées sur le territoire. C'est très probablement en lien avec des pratiques qui se veulent plus vertueuses. Du côté de l'engagement donc des producteurs, on peut considérer objectivement, au moins sur votre exemple, que les choses progressent dans le bon sens. Je parlais également du côté des consommateurs sur le développement de comportements d'achat responsables. Vous le constatez aujourd'hui, au moins sur la commercialisation de vos produits. Il y a des demandes par rapport à ça qui s'expriment. On commence à observer absolument. Alors, on commence à observer, mais vous savez, dans le classement des préoccupations et des critères qui conduisent à l'achat d'un consommateur, il y a d'abord et avant tout le prix. Mais effectivement, ces notions-là remontent de façon très forte dans le classement. On vient d'avoir la chance et l'honneur, et j'en profite de cette occasion pour le dire, d'être dans les 25 entreprises françaises qui viennent d'être labellisées par l'OFB comme l'Office français de la biodiversité comme entreprise engagée pour la nature. Et à ce titre, nous avons demandé de porter ce logo sur les contre-étiquettes de nos bouteilles pour voir effectivement si ça avait un effet dans l'acte d'achat. Et donc je pourrais vous parler très probablement plus précisément par rapport à ça dans quelques temps, mais à l'enthousiasme reçu par le ministère sur cette demande et par mes équipes commerciales sur le sujet, je pense qu'effectivement, quelque part, se forme progressivement, en tout cas chez les plus jeunes générations, un acte d'achat sur lequel le geste est un peu plus responsable, probablement, que dans les générations antérieures.